Bonjour à tous et bienvenue dans les conversations francs-tireurs. Aujourd'hui, je reçois la géographe Béatrice Gibelin. On va parler de la France, on va parler de l'élection présidentielle qui vient de passer, de la façon dont les Français considèrent leur politique et les territoires de géographie, de ce qui est politique ou pas en termes de géographie. Et on va passer un moment excellent, c'est évident, donc je vous dis à tout de suite. Bonjour Béatrice Gibelin. Bonjour. Je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui dans les conversations francs-tireurs. On va parler de votre travail, du livre que vous avez écrit en 2017 et qui est réellement encore d'actualité. Donc je vais proposer à chacun d'aller se le procurer parce qu'il existe encore. Il s'appelle « Le paradoxe français entre fierté nationale et hantise du déclin » et c'était aux éditions Armand Collin. Et vous êtes géographe. On va parler ensemble de ce qu'est votre métier, de l'instant que nous venons de vivre, ces élections, cette élection présidentielle et l'élection à venir, qui sera l'élection législative. Mais d'abord, pour commencer, qu'est-ce que géographe? Parce qu'on entend beaucoup ce mot depuis quelque temps. Parfois, on peut le confondre avec de la sociologie. Quelle est votre définition? C'est intéressant que vous dites, on entend beaucoup géographe. On entend aussi un mot qui revient beaucoup, qu'on n'entendait pas il y a quelque temps, territoire. Oui. Tout est territoire. Les territoires agissent. Non, les territoires, ils n'agissent pas. Il y a des acteurs sur des territoires qui agissent. Bien. Mais territoire revient constamment. Et à mon avis, c'est le signe de quelque chose, on aura peut-être l'occasion d'en parler. Un géographe, c'est quelqu'un qui justement prend en compte les situations, qu'elles soient économiques, culturelles, politiques, sociales, qui se déroulent sur des territoires. À la différence du sociologue qui s'intéresse beaucoup moins, il s'intéresse de plus en plus, mais pendant très longtemps, il ne s'est pas intéressé forcément au lieu sur lequel les choses se déroulaient. Et je disais toujours à mes étudiants, en fait, en géographie, c'est où, pourquoi, comment. Oui. Et quand vous avez su répondre à ces trois questions-là, généralement, vous avez compris un certain nombre de choses. Puis la dernière chose auquel il faut toujours porter attention, c'est à tout ce qui ne colle pas avec ce à quoi vous vous attendiez. Parce que si ça ne colle pas, il ne faut pas le mettre de côté, mais au contraire aller voir là, parce que c'est ça qui va vous permettre d'aller plus loin, de vous remettre en question et de tenir compte des spécificités des lieux sur lesquels vous travaillez. Non pas que la géographie physique détermine quoi que ce soit. C'est des opportunités. Après, ce sont les hommes qui en font quelque chose ou qui n'en font rien. Mais néanmoins, ces caractéristiques de géographie physique sont importantes. Question de l'eau aujourd'hui, question de l'air, toutes les questions environnementales. On découvre que la Terre est une planète finie. Oui, effectivement, c'est une planète finie et on doit en prendre soin. Donc, c'est pour ça que les géographes redeviennent importants. Pendant très longtemps, il n'y a eu de place que pour les historiens et les sociologues. Oui, tout à fait. Et puis maintenant, c'est peut-être venu le temps des géographes. Bien sûr. J'en suis ravie. Mais c'est super parce que c'est les territoires, ces lieux sont des endroits en mouvement. Oui. Donc c'est une matière vivante, votre matière, et qui donne à réfléchir sur justement notre commun. Voilà. Réellement, il y a quelque chose de politique. La géographie est politique. Voilà, c'est ça. Et le problème de la géographie, c'est que les géographes, au moment où on a enseigné la géographie, sous d'ailleurs une forme de pression des historiens et des sociologues qui étaient, j'allais dire, la discipline naissante, importante à cette fin du 19e, ont expliqué aux géographes qu'ils devaient s'occuper des lieux, mais laisser le politique aux historiens. Quand vous faites une histoire où il n'y a pas la politique, c'est pas très intéressant. Et les géographes, pour être scientifiques, ont mis de côté le politique. Et c'est le grand apport d'Yves Lacoste, avec qui j'ai fait ma carrière, qui a été de dire la géographie, ce petit livre en 1976, ça sert d'abord à faire la guerre. Et ça a été un tollé. Comment on osait, dans un milieu de gauche, pacifiste, bien pensant, il disait la géographie, ça sert d'abord à faire la guerre, et la géographie est un savoir du pouvoir. On s'en rend compte aujourd'hui avec ce que nous vivons en Europe, à 2 heures de chez nous, que les lieux géographiques sont la géopolitique. Oui, on dit comme ça. C'est comme ça qu'on est revenu sur la géopolitique, mais qui avait très mauvaise presse, parce que les Allemands, sous le nazisme,
avait dévoyé la géopolitique avec des lois qui, évidemment, montraient que, compte tenu de leur situation géographique au cœur de l'Europe, eh ben, c'était eux qui devaient dominer, évidemment, tout cet espace-là. Mais comme ils ont dévoyé la médecine, tout autant, mais ça n'a pas discrédité la médecine, parce qu'on en avait besoin. Oui. Bon, voilà, mais ça a discrédité, effectivement, la géopolitique. Et quand Lacoste a relancé la géopolitique, on a été accusés d'être des gens d'extrême droite, ce qu'on n'était bien évidemment pas, bien sûr. Et en fait, moi je dis toujours, on fait une géopolitique pour que les gens aient des outils pour mieux comprendre le monde dans lequel ils vivent. Et moi je défends une géopolitique démocratique et citoyenne. C'est pour ça qu'on va parler justement de politique, de géographie et de citoyenneté à travers la campagne que nous venons de vivre. Et c'est aussi pour ça que j'avais envie de rencontrer une géographe, et pas des moindres, pour mieux comprendre ce que nous vivons et avoir un autre regard que celui, en effet, d'un politiste classique. Et par exemple, pour les territoires, du coup, je réfléchis à ce mot maintenant, je vais l'utiliser pendant toute la conversation en réfléchissant bien à ce terme. Alors, que dois-je dire, ce lieu? Non, mais je vous coupe, parce que pendant très longtemps, on parlait d'espace. Espace, jamais territoire. Oui. Dans territoire, il y a une notion d'appropriation. Je défends mon territoire. Un chien marque son territoire en faisant pipi aux quatre coins. Tout à fait. C'est cette idée d'appropriation. L'espace avait quelque chose, et surtout de désincarné, d'une certaine façon. Et les sociologues parlaient d'espace. Et maintenant, ils parlent de territoire. D'accord. Et les géographes, pendant un moment, laissaient tomber territoire. Puis on a vu ce terme revenir comme une idéologie, comme ça. Oui, alors à la fois une idéologie qui peut être, on va dire, qui peut conduire à l'extrême droite. Tout à fait. C'est ça que je pensais. Bien sûr, mais je m'en doutais bien. Mais être attaché à son territoire, c'est aussi un sentiment parfaitement normal. Bien sûr. Voilà. Alors, autant moi je suis sensible à territoire, autant le terme de racine m'agace. Ah oui. J'ai beaucoup de mal avec ça. Parce que comme disaient mes étudiants, attendez, si vous êtes ancré dans vos racines, vous n'allez jamais avancer. Voilà, c'est ça, exactement. Donc, il va falloir quand même avancer. Il faut regarder devant et passer pas votre temps à regarder derrière. Et tout ce discours sur les racines... Oui, ça crée le repli, ce fameux repli identitaire. Et voilà, et de racines, on est passé à identité. Exactement. Oui, tout à fait. C'est pour ça que c'est passionnant. La sémantique, les mots, ça donne vraiment à réfléchir. Les espaces français. Non, dites les territoires. Les territoires, voilà. Il n'y avait pas de problème. Donc les territoires, en effet, on se rend bien compte à travers la campagne que nous venons de vivre qu'en France, il y a le Rassemblement national et Emmanuel Macron qui ne sont pas très ancrés dans les territoires, mais peut-être la gauche et la droite bien plus, et qu'il y a, du coup, on a le sentiment, un parti des élus locaux, alors qu'ils ne sont pas forcément représentés cette fois-ci dans la campagne. La gauche et la droite, Parti socialiste et LR. Comment est-ce qu'on peut, d'un point de vue géographique, comprendre ce paradoxe ? D'accord. La différence entre ce qui se passe à un ancrage local par rapport à ce qui se passe à un niveau présidentiel. Parce que ce qu'on attend d'un président, c'est pas ce qu'on attend d'un maire ou ce qu'on attend d'un président de conseil général. Voilà. Ils ont pas, c'est des métiers politiques, mais ils n'ont pas les mêmes compétences et les mêmes responsabilités. Donc ça me semble une des premières explications qu'on peut tenir. Alors vous dites, le Rassemblement national n'a pas d'ancrage territorial. Le premier élu du Front national, c'est 1982. Dans un canton des Bouches-du-Rhône. Donc, ça fait quand même... Ça fait histoire. Un bon 40 ans, voilà, 40 ans. Bon, et puis, c'est un parti qui a été recréé au début des années 70 par Le Pen. Donc, ça fait 50 ans. Macron, c'est 5 ans. C'est effectivement à des échelles de temps. Alors, évidemment, par rapport au Parti socialiste ou par rapport à la droite, c'est des gamins. Voilà, on est loin du compte. Donc, mais c'est vrai que l'ancrage local est difficile à faire. On le voit bien avec le Front national. Il y a une ville de plus de 100 000 habitants qui est Perpignan. Ville où, pour autant, Macron arrive en tête au deuxième tour. Et ce n'est pas Marine Le Pen. Tout à fait. Donc c'est quand même... Et à chaque élection, on remarque ça. On le remarque. Voilà. Donc ça veut dire que les gens font vraiment la différence. Qu'est-ce que j'attends d'un président de la République ? Et au fond, qu'est-ce que j'attends de quelqu'un qui va gérer mon quotidien d'une certaine façon ? Si j'ai un bon maire,
à la limite, je suis de gauche, mais c'est un bon maire, il fait bien son travail, je vais voter pour lui sans état d'âme. Oui. Pierre Mauroy, qui a été longtemps maire de Lille, avait une partie de la bourgeoisie lilloise qui votait pour lui, parce qu'il trouvait que c'était un très très bon maire. Ils n'auraient pas voté pour Pierre Mauroy forcément à la députation. Et, bon, mais ils étaient très fiers que Pierre Mauroy ait été Premier ministre, par exemple. Bon. Donc les Français comprennent, et évidemment, ils sont très politiques. Ben On a oui. le sentiment comme ça que par l'abstention, et ça ne les intéresse plus. Mais là, évidemment que nous, on se rend bien compte. Oui, vous avez parfaitement raison. Je pense que les gens... ce qui les mène à l'abstention, c'est plusieurs choses. Oui, j'allais vous demander justement le sens de l'abstention, parce qu'on a vu que dans les 26% d'abstention, si on les décortique un petit peu, il y a eu 42% des 18-25 ans, 46% des 24-34 ans et 33% des ouvriers. Oui. Donc c'est comme ça que ça se décortique. Ça donne un sens à l'abstention ? Ben, oui, ça veut dire que d'abord, les jeunes ne sont pas forcément très mobilisés, disant bon, qu'est-ce que ça va changer. D'abord, les jeunes ne sont pas forcément ancrés tout de suite dans une adresse, dans un lieu. Bon, ils sont étudiants, ils se déplacent, ils sont plus mouvants, ils ne sont pas inscrits. Bon. Puis, ils n'ont pas pour ceux qui sont politisés, oui, bien sûr, ils vont aller voter. Pour ceux qui ne le sont pas, bon, ça ne change pas grand-chose. Je ne vois pas tellement les choses évoluer. Bon, on verra plus tard. Ça marque aussi, on n'est pas encore rentré dans la vie, dans l'existence. C'est aussi, bon, ça va peut-être être choqué ce que je vais dire, mais une forme d'irresponsabilité encore. Oui. Hein, voilà. Mais de jeunesse, on va dire. De jeunesse. C'est pas l'irresponsabilité d'un adulte. De jeunesse. Bien voilà. sûr. Bien bon, sûr. Mais ce qui est plus préoccupant, c'est les 25-35, qui eux sont normalement dans une vie de jeunes adultes active. Et là, cette abstention-là est difficile. Alors, il faut la recouper, évidemment, avec le niveau de formation. Hein, plus vous êtes diplômé, plus vous avez les armes pour pouvoir comprendre ce qui se passe, vous intéresser à la politique. Moins vous les avez, soit vous êtes dans un vote protestateur, soit vous êtes un peu découragé. Puis comme on ne vous incite pas beaucoup à vous encourager, ben vous êtes encore plus découragé. Oui. Et puis bon, de toute façon, ça ne changera pas, donc j'y vais pas. Mais il y a aussi des gens qui, ils seraient bien allés, mais ce jour-là, ils ne sont pas là. Bon, ils ont déménagé. Il y a quand même beaucoup de gens qui déménagent. Mal inscrits aussi. Et puis ils sont mal inscrits, donc ils vont pas voter. Mais il ne faut quand même pas enlever le fait que les endroits de très très forte abstention sont des endroits de faible formation, c'est bien évident, et qu'il y a un lien bien sûr, entre... Et après, il y a l'âge, on dit toujours c'est les vieux qui font l'élection. Oui. Bon, c'est vrai que les plus de 65 ans vont voter, parce qu'ils en savent l'importance sans aucun doute. Est-ce qu'à long terme, ça peut apporter justement un danger sur cette fameuse élection à 2 tours que de proposer un programme de la part de tous les partis que pour les vieux et vraiment pour le coup de délaisser la jeunesse si on est dans l'idée de l'électoralisme jusqu'au bout? Non, je ne crois pas. Non, parce qu'on entend beaucoup ça, mais ça peut être un fantasme qu'on peut casser ensemble aujourd'hui. Bon, mais je ne crois pas. Ça, franchement, je ne pense pas. Je pense que les gens qui se présentent à la présidentielle, quels qu'ils soient, ont envie de faire quelque chose pour le pays. Moi, je n'aurais pas cette vision, j'allais dire misérable, médiocre, bon, ils sont là juste dans un électoraliste. Alors, ce qui est sûr, c'est que les gens ne regardent pas vraiment les programmes. Ils vont les regarder quand ils reçoivent les papiers au moment de l'élection, où c'est un recto verso, ou à peu près, voilà. Mais un programme, en se disant de toute façon, il ne pourra pas le faire. Oui, donc, voilà, une promesse. C'est pas tellement la peine que je passe mon temps à le regarder. Donc ils vont voir Alors il y a quelques marqueurs très très forts. Par exemple, Macron dit la retraite à 65 ans, c'est un marqueur sur lequel il va s'appuyer, lui, pour dézinguer Pécresse et LR, et sur lequel la gauche va s'appuyer pour en faire un repoussoir. Bien sûr. Ça marche. Le RSA conditionné. Voilà, RSA. Mais honnêtement, le RSA a toujours été normalement conditionné. Le RMI, qui a été créé par Rocard, c'était un revenu minimum d'insertion, et c'était pour inciter et aider les gens à se réinsérer. Et le RSA, c'est la même chose, c'est un revenu solidaire actif. Donc, moi, honnêtement, je vais vous dire, j'ai été un peu choquée de l'attitude de la gauche face à ce RSA, parce que je trouve que c'est accepter que les gens restent dans une situation
j'allais dire, d'assister, Oui. et comme si rien ne pouvait leur permettre de retrouver leur propre dignité. Oui. Et ça, franchement, j'ai beaucoup de mal avec ça. Mais je comprends très bien. Voilà, parce que aider les gens à se réinsérer, et présenter toujours le travail, et ça c'est une deuxième chose que j'aime pas, comme étant quelque chose qui ne peut être que pénible, et qu'on n'attend qu'une chose, la retraite, et mon Dieu, plus vite elle arrive, mieux ce sera. C'est vrai pour des tas de métiers, je l'admets parfaitement. Mais bon sang, c'est pas ça pour tout le monde. Oui. Et que, le travail, c'est la santé, on le disait aussi. Oui, on disait ça, le travail. Mais surtout, pour moi, le travail, c'est l'indépendance, c'est la dignité, c'est l'indépendance, oui, la rencontre sociale. C'est la liberté. C'est beaucoup dans la vie, si vous voulez. Or, je trouve qu'on présente trop, et pour des jeunes, je trouve ça quand même très démotivant. Attendre le moment où ça va s'arrêter. Mais attendre le moment où ça va s'arrêter, c'est attendre le moment où on est vieux. Oui, totalement. Et ça, ça ne peut pas être un but quand on a 20 ans, 25 ans, 30 ans. Enfin, penser à la retraite, là. Ouais. Et ça, je ne suis pas d'accord. Bon, je suis de sensibilité de gauche, j'allais dire bien évidemment. Non, mais c'est mon cas. Mais pas comme ça, bon sang. Oui, repenser le travail comme un lieu commun, un endroit où on s'épanouit plutôt que le sacerdoce. Où on mène des combats. Oui, où on mène des combats, où on défend des enjeux, où on réclame des augmentations de salaire, ou des congés parentaux. Se fait aussi là, bien sûr. Bon, elle se fait là, bien sûr. Et c'est très, très important. Alors ça va peut-être changer, parce que je crois que ça fait longtemps qu'on a eu, au fond, un modèle économique où, plus d'inflation, donc plus de raison d'augmenter les salaires. Et puis après, il fallait tenir ces fameux critères de Maastricht, les 3%. Donc, il fallait diminuer les charges de l'État. On bloque le point d'indice des fonctionnaires, par exemple. Donc, du coup, ça affaiblit considérablement l'idée du combat, parce que combattre pourquoi ? Comme si le rapport de force était trop défavorable, en fait, pour essayer de combattre. Peut-être que là, regardez, on réentend, il va falloir augmenter les salaires à cause de l'inflation. L'inflation, et la faire revenir à 2 et trouver des solutions. Donc du coup, ça va peut-être redonner de l'énergie au travail. Et pour avoir envie de mener les combats dans le travail, et d'y avoir des victoires, et d'y trouver, dire, une raison d'être, au-delà de gagner sa vie, bien sûr. Et se départir de ce moment de confinement qui, je pense, il y a un avant et un après, qui est, c'était pour une certaine partie de la population, finalement, le travail, c'est pas terrible, on peut travailler à la maison, on peut travailler moins, ça va aussi, mais peut-être que le confinement a permis aussi une réflexion un peu erronée sur le monde du travail. Oui, elle a permis aussi vous avez raison, on dit beaucoup les étudiants, génération sacrifiée, oui, pour partie. Mais je trouve que ce discours-là prend énormément de place. Énormément de place. Ça victimise beaucoup. Ça victimise une fois encore. Oui. Et c'est vrai que ça a été dur. Mais c'est vrai aussi qu'on essayait de mettre des choses en place. Moi, je pense à Saint-Denis, associé avec le Secours populaire, faire des choses qui ont créé aussi des réseaux, des liens, du positif dans tout ça. La prise de conscience qu'effectivement, il fallait revoir les bourses aux étudiants, il fallait tout ça. Dire qu'on va donner un salaire à tous les étudiants. Là, c'est du fantasme. Crise égale opportunité, mais pas jusque-là. Ouais, voilà, exactement. C'était pragmatique. Et puis, c'est pas sérieux. Mais qu'on doive repenser comment on doit s'y prendre, ça, c'est évident. L'université a besoin, effectivement, qu'on réinvestisse beaucoup dedans. Ça, c'est sûr. Bien. Mais pas toujours en termes de... Pas toujours en termes de victimes. Non, certainement pas. Voilà. On parle aussi, justement, pour parler de victimisation ou de fracture générationnelle, les retraités, on vous l'avait dit tout à l'heure, font l'élection, et en tout cas ont voté beaucoup en masse pour Emmanuel Macron, pour le coup. Les actifs, 50-50 Emmanuel Macron, Marine Le Pen. Est-ce que là, ça indique, par cette élection, est-ce qu'on peut lire qu'il y a réellement une fracture générationnelle ? Est-ce qu'on peut aujourd'hui dire ensemble que pas vraiment, et que c'est une circonstance, mais que ça n'est pas figé dans le temps? Alors, on peut se croiser encore. D'abord, je dirais que quand vous prenez ces chiffres-là, justement, là, vous n'avez plus de géographie. D'accord. 50, 22, 26, voilà, des gros blocs comme ça.
Alors là, je vais reprendre ma casquette de géographe et je vais revenir. C'est pour ça. Je vais revenir et après, je vais vous parler des blocs. Sur le territoire. Parce que on va prendre la géographie électorale de Jean-Luc Mélenchon. Oui. C'est une géographie électorale qui ne couvre pas toute la France. Premier point. Elle est présente dans l'ex-banlieue rouge, hein, voilà, on va dire du nord à l'est et au sud autour de Paris, un peu là, pas si loin que ça en grande banlieue, hein, c'est vraiment ce qu'on appelait la banlieue rouge, la première couronne, voilà. Elle n'en fait pas tout le tour parce qu'il y a l'ouest où il n'est pas présent. Et après, il est présent essentiellement nettement au sud de la Loire. Il va être présent dans les Cévennes, dans l'Aveyron, dans la Drôme, dans les Hautes-Alpes, on va dire dans un arrière-pays littoral méditerranéen. Voilà. Là, il est présent. Troisième endroit où il est présent, dans les agglomérations universitaires. On va trouver un vote Mélenchon à Nantes, à Lille, à Strasbourg, à Grenoble, à Lyon, dans ces milieux-là. Qu'est-ce que ça dit, cette géographie-là? Elle dit, d'abord, les lieux où elle n'est pas. Tout le bassin industriel du nord-est de la France. C'est Marine Le Pen qui est très nettement en tête. Or, c'est l'électorat issu de la classe ouvrière, majoritairement, et qui peut se sentir abandonné. Ça veut dire que Jean-Luc Mélenchon, dans son discours de créolisation, ne séduit absolument pas ce peuple ouvrier. Il parle du peuple tout le temps. Mais quel est son peuple à lui? Et ça, c'est très intéressant à regarder. Ce n'est pas celui-là. Celui-là se sent, à mon avis à tort, mais c'est comme ça, abandonné. Je maintiens qu'il ne l'a pas été, mais sans doute pas suffisamment aidé, on pourrait y revenir. Mais celui-là, il ne va pas prendre le discours de Mélenchon, il ne va pas adhérer, il va prendre le discours de Marine Le Pen. Et Mélenchon avait essayé de combattre Marine Le Pen en 2012 sur son territoire. Il s'est fait laminer, complètement. Vous vous souvenez de cette histoire-là. Et les gens se sont sentis méprisés, parce qu'il est arrivé comme un météore, pensant qu'on l'attendait comme un messie, et il est reparti aussi vite qu'il était venu. Et moi, pour avoir travaillé sur le bassin minier, je peux vous dire que les gens en avaient un souvenir cuisant, avaient vraiment eu le sentiment qu'ils avaient été méprisés. Voilà. Ce qu'ils ne voulaient pas faire. Non, bien Mais il sûr. ne s'est pas rendu compte qu'on ne traitait pas les gens de cette façon-là. Bien. Autre remarque là-dessus, j'ai regardé la circonscription de François Ruffin, personnage médiatique de la France Insoumise, qui a fait ce merveilleux, film sur Merci Patron, qui était très, 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 très bien. Très regardé. Très regardé, sur Flic Secours, c'est un frère, vraiment très bien. Eh bien, Marine Le Pen arrive nettement en tête dans cette circonscription par rapport à Jean-Luc Mélenchon. Ça interroge. Parce que là, on a une personnalité qui aurait pu effectivement entraîner derrière lui. Bien sûr. Il sera sans doute réélu à la députation. Vous montre que ce n'est pas pareil de ce qu'on attend sur le président. Et puis, sur ce sud de la France, on a un milieu très, très spécifique, culturellement. C'est beaucoup de gens qui sont très sensibles aux questions écologiques, aux questions du vivre ensemble, aux échanges culturels, à l'ouverture. Alors, on a dit c'est des bobos néo-ruraux et tout, mais il y a un peu de ça, si je le dis de façon ironique, huile essentielle, voilà. Le yoga. Yoga, fromage de brebis, je caricature bien évidemment. Les graines de lin. Voilà. Ou des milieux culturels. Les milieux culturels qui tirent la langue, malgré un statut qui n'existe qu'en France. Rappelons-le quand même. Mais il n'y a pas un endroit où effectivement la culture a été aidée comme ça dans le confinement partout dans le monde. Il n'y en a pas un. Et ça n'a quand même pas empêché de crier tant qu'on a pu. Bien, tout ça fait du vote en fait pour Mélenchon, que ce soit des techniciens de la culture, que ce soit des comédiens, voilà. Donc c'est un milieu très 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 particulier. Puis le dernier, c'est le milieu des jeunes diplômés. Qui ont envie d'un monde qui change, qui sont très conscients des enjeux de la transition écologique, mais ils n'ont pas voté Jadot. Ils ont voté, d'abord parce que
Mélenchon, il sait faire une campagne électorale. Ça, c'est sûr. Remarquable orateur. Tribun incroyable. Un tribun. Avec des hologrammes pour voilà, tout. Avec des technicités très modernes. Exactement. Bon, donc il sait faire. Oui. Et il sait très très bien faire. Et voilà. Puis le charisme aussi. Bon, bah oui, ça a été le meilleur sur ce terrain-là. Oui. Non, ça a été le meilleur sur cette. Oui. Mais vous voyez, et ça n'a rien à voir avec une géographie ni de Marine Le Pen ni de Macron, qui eux ont un vote pour les présidentielles qui couvre le territoire, très fort à certains endroits, plus faible à d'autres, mais très présent quand même partout. Et sur de très grandes plages quand ils sont en tête. Oui. Tout le nord-est pour Marine Le Pen et une partie du sud, tout l'ouest et tout ce qui est grande ville pour Macron. Ça fait donc des différences tout à fait importantes. Et c'est pour ça que je n'aime pas... Si vous voulez, quand vous n'avez plus que deux candidats au deuxième tour, c'est toujours deux blocs. Oui. Qui que ce soit. Oui. Hein, vous pouvez prendre Giscard d'Estaing, Mitterrand, vous pouvez prendre Sarkozy, Hollande, vous aurez toujours une carte. Alors autrefois, elle était en rose et bleu, hein, le bleu pour la droite, le rose pour la gauche. Ben, maintenant, elle est en orange et brun, orange pour Macron et brun pour Le Pen. Donc systématiquement, quand vous avez deux candidats au deuxième tour, vous aurez toujours cette histoire de bloc. Voilà. Et moi, j'aime pas trop cette histoire des blocs. Le bloc, non, c'est... Je l'aime pas parce que... Militaire, populaire, ça fige dans une homogénéité. Qui n'est pas. Oui. La cartographie, c'est un outil formidable et les cartes électorales sont extraordinaires. Elles sont faites maintenant à des niveaux d'analyse très, très précis. Mais si vous faites la cartographie de celui qui arrivait en tête, ben, vous enlevez tous ceux qui sont en dessous et qui ont aussi bien marché. Alors, je vais faire ma propre critique de ce que j'ai dit sur Mélenchon. Il arrive en tête dans les territoires dont je vous ai parlé. Oui. Ça ne veut pas dire qu'il est totalement absent du reste. Hein. Donc, attention à cette idée de bloc et de fracture. Je trouve qu'on parle beaucoup de fracture dans ce pays. Énormément. Vous savez. Fracture, bloc, fragmentation, élitaire. Et ça permet à beaucoup de populations de se sentir complètement abandonnées de ce discours qui se retrouve dans aucun des blocs. Et il y a aussi ce vote utile aussi, où on a le sentiment, parce que Jean-Luc Mélenchon a fait 22%, il est absolument le roi de la gauche, alors qu'il y a eu beaucoup de gens de gauche qui se sont sentis abandonnés et du discours politique de centre-gauche et par Madame Hidalgo. Et donc c'est ça aussi que je voulais vous entendre là-dessus, c'est cette sémantique et cette terminologie. On va citer Christophe Guilly. J'ai l'impression, moi, et là je donne mon avis, que ce livre Fracture française a fait un petit peu de mal. Bien sûr, voilà, on n'ose pas toujours le dire parce qu'on l'a porté au nu. Oui, mais alors pour moi, c'est une interrogation. À réaliser. Pourquoi ? Parce que Guilly donne à voir tout d'un coup quelque chose qui est simple. Hein ? France périphérique simpliste. Oui, simpliste, voilà. Je suis plus sévère que vous. Non, parce que moi, je ne suis pas d'accord avec lui et je l'ai écrit. Donc, voilà, j'ai fait une tribune une fois dans les baies. Dans la banlieue, ce que j'ai dit, arrêtons de parler d'une France de la banlieue. La banlieue est extrêmement hétérogène. Il y a plus de la moitié des Français qui vivent en banlieue. Oui. Bon, alors à partir de ce moment-là, on va peut-être regarder les choses dans la réalité. Bon, et toute la banlieue ne vit pas mal. Non. Enfin, faut arrêter. Une grande partie des classes moyennes, petites moyennes, grande, enfin bref, tout ce que vous voudrez, elle vit en banlieue. Bon, arrêtons avec ce discours-là. Cette idée que la périphérie était nécessairement pauvre et abandonnée et que le centre, il allait nécessairement bien. Et la diagonale du vide. Alors ça, la diagonale du vide, c'est vraiment un truc insupportable. Mais il y a un problème de densité en France. Oui. Je veux dire, quand vous avez 10 habitants au kilomètre carré dans le Morvan ou dans certains coins du Cantal ou autre, allez-vous maintenir des services publics avec des gens qui ne vont pas venir les utiliser ou très peu? Vous le dites très bien dans votre livre d'ailleurs. Oui, c'est gentil. Oui. Mais à chaque fois, si vous voulez, c'est des services publics qui ont été installés dans une répartition de la population qui n'avait rien à voir. La France est un pays qui connaît un exode rural très tardif, postérieur à la Seconde Guerre mondiale. Revenons là-dessus. Oui, c'est important. Oui. Je pense que si la France avait 100 millions d'habitants, les Français auraient meilleur moral. Voilà. Parce qu'ils se sentiraient plus forts, plus grands, puis il y aurait du monde partout. Bon. Et à partir de ce moment-là, on pourrait maintenir des maternités, des postes, des tribunaux administratifs, etc. Bon. On n'est pas assez peuplé.
Voilà, il n'y a pas assez de monde en France. C'est 300 habitants kilomètre carré en Allemagne, on est à 110, 115 chez nous. Voilà, c'est 3 fois moins. Bon. Donc il manque de gens. Ouvrons, faisons venir, et faisons des enfants, et ça ira mieux. Bon, je ferme ma parenthèse. Voilà. Mais franchement, si vous voulez tenir le discours, on abandonne, on laisse tomber, il faut regarder les choses dans leur complexité. Pourquoi les gens sont partis à dire, bah oui, parce qu'il n'y a plus de service public, ils sont partis. Ben non, ils sont pas partis parce qu'il n'y avait plus de service public, ils sont partis parce que quand on a mis des tracteurs, là où il fallait beaucoup de gens pour labourer ou emblaver un champ, ben ça a pu être nécessaire, et que c'était quand même drôlement moins fatigant, et que c'était quand même donc drôlement mieux que d'être derrière un bœuf ou d'être derrière un cheval, et que ça a été une amélioration considérable. Bon. Donc on a eu un exode rural, et la France est devenue urbaine, mais dans les années, fin des années 50, dans les années 60. Et le processus s'est évidemment accentué. Mais c'est un processus qui n'est pas que français, c'est un processus qui est général. Dans tous les pays du monde, les gens quittent les endroits où ils sont difficiles à vivre en espérant aller vivre mieux, parfois à tort, mais en ville où ils vont trouver effectivement du travail, gagner leur vie, des possibilités pour leurs enfants, même si les choses sont très très difficiles. Donc après, qu'on soit obligé de repenser comment on doit faire pour ne pas effectivement éloigner plus qu'ils ne le sont toute une population qui n'a pas la mobilité nécessaire. Bon, moi, je trouve que l'idée de faire ces maisons de service, les maisons France, qui a été faite après la crise des Gilets jaunes, une décision, me semble une décision raisonnable. Il vaut mieux qu'on se déplace de temps en temps pour aller avec des permanences dans certains lieux, où les gens vont à ce moment-là régler leurs problèmes d'impôts, des trucs comme ça. Tout le monde ne va pas faire Internet, c'est évident. Que de maintenir quelque chose qui ne fait plus sens avec une activité qui va être très faible et un coût très, très élevé. Et ce qui permet d'asseoir le discours de l'extrême droite et qui a de l'abandon, mais de l'extrême gauche aussi. Tout autant. Exactement. Et l'abandon, moi je ne suis pas d'accord avec ça, parce que l'État français n'abandonne pas. Ouais, c'est un fait. On n'abandonne pas. Qu'il soit de droite, de gauche, il n'abandonne pas. Alors après, il essaye de rationaliser. Et pourquoi il essaye de faire des économies ? Parce qu'on a un système social très généreux. Il faut quand même l'admettre. Bon, il suffit d'avoir été un jour gravement malade pour le comprendre. Et à partir du moment où on est gravement malade et où on voit qu'on sort en ayant, pour ainsi dire, rien payé, on se dit, mon Dieu, quel pays merveilleux dans lequel on est. On s'est rendu compte avec le quoi qu'il en coûte. De tous les pays, là, il y a une crise économique, mais entre la fin du Covid et cette nouvelle crise, on s'est rendu compte que la France avait été le pays qui avait mieux rebondi. Économiquement. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, comme il a mieux rebondi, il y a une très forte demande avec une offre qui n'arrive pas à suivre et qui fait donc augmenter les prix et qui fait donc inflation. Et on dit, une inflation qui atteint des sommets. Ben non, on a vécu avec des inflations qui étaient autrement plus importantes. 9% d'inflation par an, ça, on a connu ça dans les années 70. Bon. Et l'euro a fait qu'effectivement, on n'a plus d'inflation. On a lissé tout ça. On a lissé tout ça. Comme un maquillage. Et après, mais on est généreux sur le chômage, on est généreux à beaucoup d'endroits, pas aussi généreux que nous même sur les retraites. On est généreux sur la santé, on est même généreux sur l'éducation. Les endroits où... mais il y a du travail, encore, sur l'éducation. On est généreux sur comparablement. Non, mais attendez, je ne dis pas que tout est parfait. Par exemple, les déserts médicaux en Seine-Saint-Denis, ça, c'est une vraie préoccupation. C'est beaucoup plus grave, les déserts médicaux à Saint-Denis, que les déserts médicaux dans un endroit où il y a très peu de malades, où il y a que des personnes âgées. Parce que ça veut dire qu'on ne veut plus aller là pour des raisons peut-être de risque, c'est possible, hein, les pharmaciens attaqués, des choses comme ça, ou parce que on va se trouver avec une population trop démunie et on va faire une médecine un peu de base, avec 10 ans d'études, j'ai envie d'autre chose. Ces déserts médicaux-là, moi, me préoccupent. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez. On parle beaucoup des déserts médicaux dans la campagne profonde et pas trop de ces déserts médicaux à des endroits qui sont
Dans pour cette moi, fameuse très mal. périphérie, Voilà. encore un autre mot Voilà, très pas très- sympa. Oui, oui, à prendre avec des pincettes. Oui. Parce que Saint-Denis, c'est le cœur, Oui. c'est pas une périphérie. Bien sûr. Il faut arrêter avec ça. Tout à fait. Et d'ailleurs, vous parlez, bon, je reviens au livre parce que vraiment, j'ai vraiment apprécié. Le début, on va en parler un petit peu de votre ouvrage. Vous parlez justement des rois de France. Vous ouvrez le livre sur notre histoire. Saint-Denis, les rois de France. Donc voilà, je rebondis là-dessus. C'est important quand même de faire connaissance avec cette histoire pour pouvoir comprendre où on en est aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, la France est le seul pays laïque d'Europe? Pourquoi est-ce que ça n'a pas contaminé d'autres pays? Vous le dites très bien, je voulais entendre votre réponse là-dessus. D'abord, je démarre pour dire pourquoi la France est un grand territoire. Oui. C'est comme ça que je démarre. Hein. Je ne fais pas de l'histoire pour de l'histoire. La France, c'est le plus grand territoire de tous les pays d'Europe. Voilà. Pourquoi c'est comme ça? Rien ne justifiait que ce soit ça. On prend ça comme une donnée, mais ce n'était pas le cas. Bon. Et que d'une certaine façon, on a eu la chance, et c'est pour ça que je rappelle les rois de France, d'avoir une continuité, si vous voulez, dans les familles. Alors, on a eu les Capétiens, on va avoir les Valois, on va avoir les Bourbons. Et cette idée qui va s'installer, alors qu'on part d'un territoire qui, au départ, est un territoire de propriété familiale, royale, à quelque chose qui est beaucoup plus grand qu'eux et qui va devenir un territoire royal. C'est-à-dire que ce n'est plus leur propriété, ils sont rois de France. Et ce changement-là est très important. Et ce qui a été déterminant, c'est une historienne absolument remarquable, Colette Beaune, qui l'a écrit, Naissance de la Nation France. C'est un livre, moi, qui m'a tellement marqué, et qui montre que la conscience de la nation, c'est pas quelque chose qui naît avec la Révolution française, c'est quelque chose qui est bien antérieur à ça. Et que les rois de France ont la conscience d'appartenir, de porter un projet qui va être le royaume. Et ce qui est le coup de génie, ça va être effectivement avec Saint-Denis, c'est pour ça que c'est bien, et avec Sugère, qui a eu cette idée de faire de la France la fille aînée de l'Église. Et donc de sacrer le roi. Et donc le roi est un personnage au-dessus de tous les autres. Et que même les Anglais qui possédaient des grandes terres de la Guyenne, la Normandie, étaient vassals, à cause de ça, du roi de France qui avait un territoire bien plus petit qu'eux. Et ça, c'est un calcul politique. C'est de la géopolitique de façon extraordinaire, si vous voulez. Et quand il va y avoir, je vais dire, quand on va appeler le roi de France pour écraser, au fond, l'hérésie cathare dans le sud de la France, Philippe Auguste décide d'y aller, alors que c'est loin, c'est pas sa langue, on parle l'occitan. Alors que, et il va avoir l'audace d'y aller au nom du pape. Et ce qui va effectivement permettre d'ouvrir ce royaume sur l'île de France à quelque chose de beaucoup plus grand. Moi, ça me fascine, une histoire. Mais c'est fascinant, parce que justement, c'est pour ça que je voulais absolument en parler par rapport à notre élection qui vient de venir, parce que tout est lié. Et qu'on est en train de parler de fracture, qu'on a le sentiment que le pays se morcelle. On parlait d'archipel, si on reprend les termes de Jérôme Fourquet. Pourtant j'aime beaucoup Jérôme Fourquet, mais je ne suis pas d'accord avec son type d'archipel. Non, moi non plus. Donc moi, la France, le Japon, c'est un archipel, et c'est un État-nation. Voilà. Et la France, c'était des morceaux qui ne parlaient pas la même langue, qui n'avaient pas la même culture entre un droit oral et un droit romain écrit au sud. La différence culinaire en France, qui est absolument étonnante, et qui fait la gastronomie. Tout ceci n'aurait pas dû faire un. Oui. Et ceci a fait par volonté politique. Bien sûr. François un roi, Ier aussi. Bien sûr. Voilà. Un roi, une religion, une langue. Villers-Cotterêts. Voilà, Villers-Cotterêts. Le génie de Villers-Cotterêts avec François Ier. Exactement. Et que je trouve que Macron, qui remet en scène Villers-Cotterêts, c'est ça qu'il dit, bien évidemment. Et dire, d'accord, vous parlez des langues différentes, mais toute mon administration, elle parlera français. Exactement. Et c'est plus latin, c'est français. Ça impose. Et ça, c'est Ernest Renan avec aussi l'idée d'être une nation, passant aussi par l'histoire et par l'histoire. Alors c'est vrai, mais sur ce contrat qu'on a tous les matins en se réveillant, non. Oui, non. On est à un endroit et évidemment on
on épouse la nation où on est né, bien évidemment. Parfois qu'on choisit et qu'on vient. Donc ce contrat, je crois que c'est pas tous les matins qu'on se réveille en disant ah là là, bon, je suis français, je dois y être. Mais ce qui est formidable dans le cas de la France, c'est que c'est une nation, et ça c'est l'apport de la Révolution française, qui devient une nation politique, citoyenne. Oui. On Et n'est ça, plus c'est sujet du formidable. roi, on devient des citoyens. On Et a c'est la notre mot à souveraineté dire. du peuple. Exactement. Et ça, c'est le résultat des Lumières, des philosophes qu'on a pu avoir, Rousseau, Voltaire, Montesquieu, etc. Et si on a eu ce mouvement des Lumières, c'est aussi parce qu'on a eu une France, par les rois de France, qui était un grand royaume. Ouverte et consciente. Sous Louis XIV, il y a 20 millions de Français, il n'y a pas encore le Royaume-Uni, l'Angleterre c'est 5 millions. Donc vous voyez le poids démographique. Incroyable. 4 fois plus. Et la France est la puissance. Première puissance. Et la puissance. Ouais. Bon, voilà. Et cette nostalgie-là, mais ça veut dire quoi la puissance? Ça veut dire aussi qu'on a des responsabilités. Ça veut dire qu'on a des tas de gens qui sont allés se frotter ailleurs. Quand on a des gens qui sont à la cour de Catherine de Russie, où on parle français, ils voient des la choses, langue migre. La langue migre. Bon, et des gens commencent aussi à migrer. Et c'est ce rayonnement-là qu'on voit à l'international qui fait que la France est la France. Et puis c'est peut-être aussi ce qui a permis de commencer à réfléchir au fond, à ce qu'on appelait le siècle des Lumières, aux différents pouvoirs, un pouvoir judiciaire, un pouvoir exécutif, un pouvoir législatif, tout ça est le résultat d'avoir été ouvert sur le monde. Donc l'idée de se refermer me semble une idée fausse et dangereuse. Dangereuse et manipulée par des discours politiques en faisant fi d'oublier cette histoire alors qu'ils la connaissent très bien. Mais c'est important d'éclairer le peuple là-dessus. C'est en ça que votre livre est important parce que est-ce que vous avez le sentiment que justement les Français se sont un peu désintéressés de leur propre histoire et qu'aujourd'hui on est un peu figé sur notre immédiateté, on a du mal à regarder l'avenir si on ne connaît pas très bien d'où on vient. C'est-à-dire je crois qu'il faut leur raconter cette histoire-là pour qu'ils comprennent que de la diversité, on a su faire un et que de la diversité, on peut toujours faire un. C'est beau ça. C'est ça que je voudrais faire comprendre. C'est très beau, j'aime beaucoup. Et au départ, la France n'existait pas. Elle existait avec la volonté. Mais que la France du 18e, c'est pas la France du 19e, c'est pas la France du 20e, et que la France du 21e, elle va encore changer. Bien sûr. Et que la nation d'aujourd'hui, c'est pas la nation des années 50, de l'enfance de Zemmour. Bien sûr. Voilà, on n'a rien à faire. Que c'est pas la France qui se relève difficilement de la guerre 14-18, que c'est pas... Voilà. Et que cette France-là, elle est constamment en train de bouger avec un certain nombre de valeurs, dont des valeurs politiques. C'est un pays où on dit qu'il est très inégalitaire. C'est vrai, il y a des inégalités fondamentales et sur lesquelles il faut impérativement travailler, mais c'est aussi le pays qui est le plus redistributif de tous les pays européens et peut-être même mondiaux. Donc voilà, il y a, ça c'est important. Et que c'est normal d'être fier de son pays. Oui, et que ça va bien d'être toujours à se flageller là-dessus. Tout le monde est fier de son pays. Tout le monde. C'est un peu dans notre ADN français d'être en colère contre nous-mêmes et de regarder si l'herbe est plus verte ailleurs. Oui, mais d'un autre côté, on nous traite d'arrogants tout le temps. Oui. Bon, donc... les Parisiens, surtout. Oui, les Parisiens, surtout. Enfin, si l'Île-de-France ne redistribuait pas sur l'ensemble de la France, une grande partie du PIB est effectivement produit en Île-de-France, et tout ça est dans une solidarité nationale redistribué sur une partie du territoire. Il faut peut-être aussi le rappeler. C'est factuel. Mais je pense que la France est capable, comme des tas d'autres pays d'ailleurs, de penser la diversité, d'assumer la diversité et de faire France. De faire France Mais j'en suis convaincue. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix si on fait Mais ça se fait. Ça se fait tous les jours. Mais ça se fait. C'est le discours des uns et des autres. On s'est rendu compte avec cette élection depuis le mois de septembre. Il y a des candidats qui se sont déclarés il y a 2 ans, comme Marine Le Pen, Mélenchon aussi assez tôt. Et M. Zemmour qui s'est déclaré assez tard dans la campagne, mais qui finalement était en campagne avec la sortie de son livre depuis le mois de septembre. Fait pour. Et voilà,
y a-t-il une responsabilité des médias ou même du français lui-même que d'avoir envie d'être attiré que par ce discours-là, qui était un discours de la fracture, de la fragmentation, du repli identitaire, de la nostalgie, alors que tout ce que vous nous dites là, c'est factuel, c'est réel, c'est vrai. On est face à l'histoire quand on vous écoute. Donc comment arriver aujourd'hui, maintenant qu'on va sortir de cette séquence, il y aura les législatives encore, mais on va entrer maintenant dans un nouveau quinquennat un peu difficile, être un peu dans une France apaisée, comment faire ? Alors, là, vous trouvez la solution ? Non, non, c'est moi qui serai élu. Alors là, je vote pour vous immédiatement. C'est un métier très difficile, très difficile. Donc là, je crois que d'abord donner un objectif, de dire que la diversité, pour les Français ont vu à certains endroits beaucoup changer leur environnement. Voilà, beaucoup changé. Et des comportements auxquels ils ne s'étaient pas habitués. Et ça les a heurtés. Bon. Et on n'a pas su entendre ça, comprendre ça. Je ne porte aucun jugement de valeur, mais il fallait entendre. J'ai dirigé une thèse il y a très longtemps, c'était au début, elle a été soutenue dans les années 90, début des années 90, qui était sur le Front National en Seine-Saint-Denis. Et c'était une thèse remarquable. Et cette doctorante, qui était une dame d'un certain âge, elle avait eu envie de reprendre des études, elle me disait « Mais Béatrice, on n'entend pas ce que disent ces gens qui souffrent. La gauche ne l'entend pas, ne veut pas l'entendre. Et c'est extrêmement dangereux. » Et elle avait raison. Et quand moi j'ai écrit mon premier article sur comment il fallait prendre le Front National au sérieux, c'était en 86. Bon, et on n'en était pas entendu. Vous avez tendance à être en avance. Le livre de 2017 est en avance. Oui, mais c'est pas ne pas sortir quand il faut, ça sert à rien. Ça, je peux vous dire que ça sert à rien. C'est-à-dire, je me souviens d'une discussion avec un responsable politique et je lui avais dit, mais vous parlez tout le temps de République, mais parlez donc de la nation. Et il me dit, mais pourquoi ? Ben, je dis, parce que la nation, ça parle aux gens. C'est leur trip, c'est leur sentiment. La République, voilà, c'est un système politique. La République, monarchie, République. Mais la nation, c'est eux. Bon. Et il ne m'avait pas cru, il me le rappelle de temps en temps en me disant, bah oui. Mais surtout que le mot nation a été coopté comme le mot drapeau par le Front National. Alors du coup, on se dit pourquoi est-ce qu'on va l'employer ? Mais pourquoi ? Parce que c'est le problème grave d'une décolonisation française, du deuil de l'Empire, qu'on a eu beaucoup de mal à faire. Et un des problèmes que Macron essaye d'arranger, de travailler dessus tout au moins, c'est notre problème avec l'Algérie. Et qui est un problème que les n'est pas crevé mais non, parce que le pouvoir algérien ne veut pas le crever. Bien sûr. Voilà. C'est là où Emmanuel Macron a eu ça, honnêtement, c'est une rente politique, ça c'est vrai. Alors que je pense que la population algérienne n'est pas du tout dans ce même discours. Non, elle regarde vers l'avenir, la jeunesse est incroyable. Incroyable. Elle n'a envie que d'une chose, c'est de vivre et de pouvoir vivre bien et de pouvoir s'exprimer. Bon, le mouvement du Irak a été... Le pauvre. Et oui, le pauvre, parce que je dirais le régime algérien a été bien aidé par la pandémie. Par le Covid, ils devraient mettre des cierges. Enfin, non, ils ne mettent pas de cierges, mais ils devraient remercier le Covid. Voilà. Et c'est sûr que ces inégalités très fortes en Algérie ont fait le lit des islamistes, incontestablement. Et l'État a joué l'islam pour pouvoir garder un contrôle sur la population. Enfin, bon, tout ça est bien connu, c'est pas à moi d'en parler. Mais il faut bien aussi comprendre que pour des enfants venus en France, qui était quand même le pays dont leurs parents avaient réussi à s'émanciper et au fond avaient gagné la guerre, venir dans ce pays-là, c'est pas facile, c'est quand même pas simple. Bon, et là, il y a des choses les parents n'ont rien dit à leurs propres enfants.
Du silence, oui. Silence, bon, bah, c'est compliqué. Se construire sur le silence, oui, c'est compliqué. Se construire sur le silence, c'est compliqué. Et puis après, une situation en France qui a été, elle aussi, difficile à vivre. L'acceptation de cette population ne s'est pas faite bon, c'est pas faite facilement, bien évidemment. Bon, mais il faut toujours un peu de temps. Vous savez, les émigrés polonais, ça a mis du temps aussi. Oui. Et ils avaient la même religion, et ils étaient arrivés avec leur curé. Dans le je prends toujours l'exemple du Bassaminier parce que je le connais bien. Et ils ont mis longtemps à pouvoir devenir maire, à pouvoir devenir conseiller général. Et par exemple, là, il y a une forme d'impatience dans la jeunesse d'origine, dont les parents étaient maghrébins, en disant « ma place ». Bah, moi, je me souviens de débats toujours dans le Bassaminier où les Polonais étaient nombreux. Je disais bah, quoi, ils sont bien gentils leur place, mais on ne l'a pas comme ça, sa place. Ça demande quelques générations quand même. Un peu de temps. Et puis il y a des tas de gens qui voudraient bien être élus et puis qui ne le sont pas. Et ce n'est pas parce qu'on est de naissance d'origine qu'on a droit à quoi que ce soit. Ça ne peut pas être un diplôme. Ça peut pas être, la naissance ne peut pas être un diplôme. Ni d'un côté ni de l'autre. Ni d'un côté ni de l'autre, de rien. Bon, après, on s'engage, on fait. Et c'est vrai qu'il faut faire attention parce que dans certains endroits où cette population est majoritaire, on pourrait manipuler ce vote. La droite a essayé de le faire en Seine-Saint-Denis. On a publié dans Hérodote des articles qui montrent ça très très bien. Après, on peut parler d'arabe de service, et quand c'est un arabe qui le dit, ça fait quand même des dégâts importants. Bon, c'est scandaleux de dire ce genre de choses. Totalement. Assignation comme ça. L'assignation est inacceptable. C'est pour ça que la victimisation est une forme d'assignation. Complètement. Bon, et c'est avec ça que je ne suis pas d'accord. Cette façon d'essentialiser les gens qui ne peuvent être que leur origine familiale, c'est insupportable. Et leur tenir le discours sans arrêt de la fracture, de la fragmentation. On leur donne l'impression que la marche est tellement haute qu'elle est inatteignable, alors autant se plaindre. Voilà. Et puis c'est plus confortable. Voilà. Alors que non, moi je vous parlais d'Aziza, mais j'en ai des tas d'autres. Ibrahim qui a passé une thèse magnifique, vraiment sur les conséquences dans la police de New York des attentats de 2001. Un travail sublime, superbe, marocain d'origine. Mais vraiment, quand je vois le chemin de ces gens-là, bien sûr que c'était pas facile. Non, ça l'est jamais. Mais ils l'ont fait. Ils l'ont fait, et puis il faut en parler, les mettre en valeur pour qu'il y ait des rôles modèles bien sûr auxquels se référer. Bien évidemment. Et il y en a tellement. Énormément. Et vous terminez votre livre sur une partie importante qui est la culture, la place de la culture française, la façon dont cette exception qui fait de nous ce que nous sommes. Mais il y a aussi cette affaire de langue, on en parlait aussi tout à l'heure, on parlait aussi d'inégalité, et je voudrais terminer cette interview là-dessus, sur cette idée que, en effet, la langue est importante, on le dit pour Ibrahim et Aziza, c'est ça, c'est vos étudiants, qui sont parvenus malgré tout à faire transfuge et à être, en passant par l'apprentissage de ce qu'est la France, ses codes et sa langue. Il y a une égalité là, dans la façon que l'on a de sélectionner les élèves par rapport à l'orthographe et à la langue. Vous en parlez très bien à la fin, c'est important quand même d'en parler, c'est un grand pays et on a une chance absolue d'avoir cette solidarité sociale, et en même temps, là où le bas blesse quand même, c'est cette façon d'appréhender notre vocabulaire. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire là-dessus ? Vous l'avez écrit il n'y a pas très longtemps le livre, donc il n'y a aucune raison que ça ait changé absolument, mais pourquoi cette envie de figer la langue comme un outil, une arme un peu de sélection ? Alors que c'est un objet. Oui, c'est un objet, puis c'est un objet vivant. Oui. Il y a tous les ans des nouveaux mots qui rentrent dans le dictionnaire Larousse. Bon, c'est un peu plus long par l'Académie française, mais ça se fait. Alors, plusieurs choses. D'abord, ce qui a été très important dans la constitution, au fond, de la nation française, c'est la grammaire de la langue. Parce qu'une langue qui n'est pas normée est une langue qui ne va pas pouvoir être partagée
par tous. C'est un problème important, si vous voulez. Le breton n'était pas normé, donc vous aviez des dialectes bretons. Le corse, c'était un corse sur la langue corse au nord de la Corse, c'était plutôt du toscan. La langue corse au sud de la Corse, c'était plutôt du sarde. Bon. Donc normer, faire une grammaire à une langue, c'est se permettre de se comprendre. Bon. Et d'une certaine façon, avoir de l'orthographe, c'est comprendre la grammaire, et ça veut dire qu'on va pouvoir se faire comprendre par d'autres. Donc ce n'est pas seulement le souci, si vous voulez, d'ennuyer les enfants, mais c'est de leur faire comprendre que dans cette façon d'écrire, ils vont être compris par tout le monde. Et que si, quand ils parlent d'eux, vous savez, quand on écrit son propre texte, eh bien, on fait de moins en moins de fautes d'orthographe. Bon, parce que c'est ce qu'on veut dire. Et quand on veut le dire pour être compris, à ce moment-là, la langue va faire sens. Bon, donc ça me semble une des choses qu'on pourrait expliquer. Et puis après, c'est vrai, regardez les rappeurs, ce sont des maîtres de la langue. Oui. C'est la langue qui j'allais dire, qui font d'eux des artistes. Oui, ça sublime. Et ce jeu, constamment. Bien, c'est des sonorités, des images, des métaphores, enfin bon, voilà. Et quand même beaucoup sont issus de cette foutue France périphérique qu'on ne veut pas. Bon, donc c'est quand même dans ces Français-là qu'après le rap est passé sur, j'allais dire, des Français de Normandie qui n'avaient pas forcément de... mais c'est eux qui ont fait le passage. Oui. Bon, et à mon sens, la musique, c'est extraordinaire, parce que c'est la musique qui est le métissage le plus accessible. Bien sûr. Bon, le plus accessible. Donc, cette langue, c'est important. Alors, elle doit vivre, et il faut qu'elle continue à vivre. Il y a des tas de choses qu'on pourrait simplifier dans l'orthographe et tout. Mais moi, je disais toujours aux étudiants, nous étions stricts sur l'orthographe. Parce qu'il faut que vous soyez reconnus avec les codes à part entière. Il ne faut pas que votre lettre de motivation, il ne faut pas que votre rapport soit disqualifié pour ça. Oui. Quand ça est accessible. Oui. Et vous pouvez le faire. Bien sûr. Et voilà. Et c'est long de corriger des textes avec des fautes d'orthographe, mais on y arrive. On y arrive. Et ne vous laissez pas, n'acceptez pas de vous faire déclasser pour cette question-là. Oui. Ce code-là est à vous. Oui. Il faut que vous l'appropriez. Et ce n'est pas une distinction que de se mettre à parler avec wesh, en verlan. Ça, vous disqualifiez. Oui. Sous une impression de vous imposer, en fait, vous ne vous imposez pas, vous vous fragilisez. Et donc, soyez digne, exigez le respect. Pour ne pas être sélectionné. Pour ne pas être sélectionné de cette façon-là. Et la langue est un atout. Oui. Voilà. Et il y a eu quand même de très grands écrivains algériens qui disaient le français est mon trésor et je ne vous le laisserai pas. Oui. Voilà. Et bien ça, c'est un Kabyle qui a écrit ça, son nom m'échappe maintenant. Voilà, ça c'est important. Et je leur disais toujours, mais vous êtes riches de deux cultures. Ne dites pas que vous ne savez pas où vous êtes. Vous êtes double. Oui. Nous, on n'est qu'un et vous êtes double. Donc c'est bien plus. Vous avez plus que tous les autres. Donc enrichissez-nous de vos deux cultures. Bien sûr. Et c'est là où la fracture ne doit plus avoir raison d'être. Mais il faut absolument qu'on travaille sur une fracture économique, et sur une fracture sociale. Il faut casser les ghettos. Tout ça, c'est une autre histoire que j'ai racontée dans un dictionnaire des banlieues. Il y a du travail à faire. Je ne suis absolument pas, j'allais dire, tout va très bien, Madame la Marquise. Non, bien sûr, non, mais vous rappelez l'essentiel, le factuel. Mais toute l'énergie qu'on a, voilà, c'est toute cette énergie, toute cette joie, toutes ces possibilités. Le nombre, j'allais dire, de start-up qui sont faits par des jeunes qui ont des idées. Et dans le 93, il y en a énormément. Et c'est justement l'informatique qui donne ça. Oui. Parce que l'informatique, c'est pas toute la culture classique bourgeoise qui va permettre, on est libre. Là, les autres, ils ne savent pas mieux que nous. Et là, on va pouvoir y aller. Et comment ils peuvent s'approprier des applications très vite. Comment ils sont créatifs. Ben oui. Et très créatifs. Et comment ils n'ont pas peur de l'entreprise. Non, bien sûr. Alors que les Français, ce n'étaient pas des entrepreneurs. Non.
Et on faisait les hautes études et on devenait haut fonctionnaire. Et après, on passait à la politique. Ouais, pour les garçons. Les femmes faisaient des hautes études et restaient à la maison pour de la conversation. Voilà, je pense au livre de Simone de Beauvoir, c'est pour ça que je disais que j'aime beaucoup. Ça, c'est 68 a quand même drôlement changé les choses. Oui, c'est bien. Et je penserais plutôt à une autre Simone, à Simone Veil, qui, à mon avis, a été très, très utile aussi aux femmes de ma génération. Tout à fait. La France ne doit jamais oublier qu'elle a presque doublé sa population active quand les femmes ont eu la pilule et qu'elles ont pu travailler. Mais tout à fait. C'est voilà, de Simone, de regard. Et je suis vraiment ravie de cette conversation avec vous parce que c'est vrai que c'est important d'avoir les points de vue ici et là, mais d'avoir un point de vue d'une géographe qui parle du territoire, des territoires et de nos espaces et de la façon dont nous les appréhendons, c'est fondamental aujourd'hui, je trouve. Donc voilà, n'hésitez pas à... je rappelle le livre en question, le temps de le retrouver. Le paradoxe français, voilà, aux éditions Armand Collin, paru en 2017. Et moi, je n'ai qu'une envie, c'est qu'il soit réédité. Voilà. Vous seriez là, absolument. Vous avez été avant-gardiste, il ne fallait pas. Ben oui, voilà, qu'est-ce que c'est? Il faut le refaire maintenant. Mais moi, je crois profondément aux grandes capacités du peuple français. Oui, voilà. Bah oui, et tout à fait. Dans sa complexité, Et on s'en rend compte quand vous parliez tout à l'heure du deuxième tour. Voilà, c'est là qu'on s'en rend compte que de toute façon, le peuple français est politisé, comprend ce qui arrive, et que les mots comme bloc, périphérie, fracture, fragmentation, ça n'est que de la sémantique marketing. Ou simple. Ou simple, pas voilà. Forcément marketing. Simple. Sous prétexte d'aider à faire comprendre. Voilà. Voilà. Et c'est accentuer des choses qui empêchent de penser le complexe. Oui, et qui sont loin de la réalité. Oui, de ce que vivent les gens. De ce que vivent les gens réellement sur les territoires français. Donc, puis après, on leur assigne un comportement, une façon d'être. Ça devient une identité. Voilà, donc non. Ouais. Non, bah on dit non. Voilà, on dit non toutes les deux aujourd'hui. Et je suis ravie de cette conversation. Et à très bientôt, Béatrice Jublin. Vraiment, merci à vous surtout. Merci. Au revoir.